Mesdames, Messieurs et chers amis, pour de multiples raisons, c'est un plaisir, un grand plaisir de vous accueillir dans ce lieu. Pour ce deuxième... Oula, il y a des tremblements de terre ici. Pour ce deuxième colloque consacré à la mer de Chine méridionale, qui est co-organisé une nouvelle fois par la Fondation Gabriel Péri et par l'Institut de Relations internationales et stratégiques. La première des raisons, bien sûr, c'est l'importance centrale du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous le savons tous, je crois ici, les tensions en mer de Chine méridionale constituent à la fois probablement un des dossiers de la scène internationale des plus complexes, des plus explosifs, et en même temps, au moins au sein d'une bonne partie des puissances occidentales, il reste probablement à des points noirs des relations internationales. On est, surtout en France en tout cas, le pays que je connais le moins mal, assez confondu par la faiblesse et par le peu d'informations, par le peu de décryptage qui existe dans les médias et sur la difficulté à ce que les analyses sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui parviennent difficilement à dépasser le seul cercle des spécialistes. Et cela constitue, vous en conviendrez, un paradoxe que nous avons décidé à notre niveau, à la Fondation Gabriel Péri et à l'IRIS, non pas de résoudre, ce serait un peu présomptueux et ambitieux, mais au moins de tenter de réduire. Chacun, en effet, s'accorde à considérer qu'au-delà de l'avenir de quelques archipels, de quelques petites îles, de quelques îlots, dont souvent la surface est dérisoire au regard des enjeux, il y a beaucoup de questions qui sont sous-tendues. La première, peut-être, et ce n'est pas par ordre d'importance, mais c'est celle qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est la question du droit international et de l'efficience des instruments qui est posée pour l'application et le respect de ce droit international. La deuxième chose, c'est bien sûr l'évolution des rapports de force dans une région dont nous pouvons considérer, sans risque de se tromper, qu'elle sera de plus en plus centrale sur la scène internationale dans les années à venir. La conséquence, évidemment, c'est les rapports de force internationaux qui se jouent dans cette région, au sein desquels chacun perçoit le bras de fer récurrent, et qui le sera de plus en plus, entre les États-Unis et la République populaire de Chine. On pourrait peut-être éventuellement, et ce sera peut-être abordé dans les débats, ajouter la question de la liquidation définitive du legs de la période coloniale, mais cet aspect n'est probablement pas central et plus connexe. La deuxième raison pour laquelle j'ouvre ce colloque avec grand plaisir, c'est bien sûr la grande qualité des intervenants qui nous ont fait l'amitié, l'honneur d'accepter notre invitation et qui vont s'exprimer aujourd'hui. Certains viennent de très loin et je les en remercie d'autant plus vivement d'avoir fait ce déplacement pour nous aider à mieux comprendre les problématiques qui sont en train de se nouer autour de la mer de Chine et au sein de la mer de Chine méridionale. Bien sûr, sur ces intervenants et ces interventions, nous avons fait des choix en tant qu'organisateurs et ce choix est assumé. Ainsi, par exemple, les représentants des États les plus directement, les plus immédiatement concernés et impliqués n'ont pas été directement invités à s'exprimer à la tribune, non pas par crainte du débat, ce serait absurde et ce serait contradictoire avec notre volonté de mieux saisir les dynamiques, mais nous avons tiré aussi les leçons du premier colloque que nous avions organisé en octobre 2012 et nous ne tenons pas à ce que ce colloque prenne un tour par trop polémique, situation que nous avions eue et dont nous avions eu un avant-goût il y a 2 ans et demi. Alors notre propos aujourd'hui, c'est que chacun puisse se faire un point de vue raisonné, raisonnable, rationnel, et c'est pourquoi, outre leur qualité, la variété des intervenants, tant du point de vue de leurs origines nationales que de leur horizon professionnel, constitue probablement un atout et une chance formidable dont je souhaite que les débats au cours desquels chacun pourra évidemment s'exprimer tout à fait librement puissent donner toutes leurs mesures. La troisième raison, c'est bien sûr une nouvelle fois le plaisir de coopérer avec nos amis de la Fondation Gabriel Péri, car pour nous à l'IRIS, c'est la preuve concrète de la possibilité de faire travailler ensemble des organismes, des structures qui n'ont pas la même histoire,
qui n'ont pas la même fonction. La Fondation Gabriel Péri est liée à un parti politique. Pour notre part, à l'IRIS, nous sommes un think tank totalement indépendant, mais au-delà de ces différences, je crois que nous pouvons être fiers de notre capacité à créer une synergie en mettant en commun des compétences respectives, des réseaux complémentaires, dans le but de fournir des éclairages, j'espère, le plus pluriel possible et de permettre une meilleure compréhension aux citoyens de ce pays et autres intéressés par les problématiques traitées aujourd'hui. Alors pour ces trois raisons au moins, elles sont bien loin d'être exhaustives, mais je ne voudrais pas abuser de mon temps de parole. Merci à toutes et merci à tous d'avoir répondu positivement à notre invitation et surtout plein succès aux travaux de la journée. Mesdames, Messieurs, comme cela vient d'être dit, donc en octobre 2012, l'IRIS et la Fondation Gabriel Péri s'étaient associés pour tenir un colloque sur les enjeux en mer de Chine méridionale. Notre initiative avait alors contribué à attirer l'attention d'un large public sur une région souvent négligée en France et en Europe et devenue pourtant au cours de ces dernières décennies un nouvel espace de crise. Depuis 2012, les évolutions continuent d'être préoccupantes pour la stabilité du monde. Les conflits politiques qui sont au cœur de ces tensions gagnent en intensité du fait de l'importance stratégique de cet espace pour les pays riverains comme pour les puissances régionales et mondiales. Avec notre nouvelle rencontre, l'objectif est de tenir la promesse qui avait été faite de suivre les développements en mer de Chine en convoquant, pour nous aider à les comprendre, parmi les meilleurs spécialistes de la région, des chercheurs, des juristes, des diplomates venant de Thaïlande, d'Inde, de Russie, du Japon, d'Angleterre, de Belgique et d'Italie. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous. La dimension internationale de ce colloque est en effet fondamentale pour espérer traiter le sujet de la façon la plus utile possible. Les affrontements en mer de Chine, s'ils intéressent d'abord les pays riverains, concernent aussi le reste du monde. C'est le fil conducteur que nous avons retenu pour concevoir cette rencontre. Nous verrons quelles sont les positions des puissances régionales et mondiales à l'égard d'une zone qui participe de façon fondamentale au processus de globalisation. Il faut avoir à l'esprit, en effet, qu'un quart du commerce mondial passe par cet espace maritime et en particulier la moitié des hydrocarbures mondiaux. Les pays asiatiques sont en outre engagés dans de vastes négociations commerciales pour des projets d'intégration régionale qui en fait se font concurrence. On peut citer notamment la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique voulue par la Chine, le partenariat transpacifique souhaité par les États-Unis, la Banque asiatique de développement contrôlée de fait par le Japon. L'économie mondiale se reconfigure. Aucun des pays de la région, ni la Russie, ni l'Australie, ni l'Europe, n'y sont indifférents. Comme l'avaient souligné les travaux de 2012, de nouvelles problématiques fondées sur les potentiels importants de la région sont à prendre en compte pour comprendre les tensions en cours. C'est le cas, par exemple, des nouvelles possibilités d'extraction d'hydrocarbures, du développement des énergies vertes, de l'exploitation des métaux et terres rares, du nouvel enjeu des ressources biologiques marines. Les crispations se multiplient donc depuis ces 3 dernières années. En septembre 2013, la Chine annonçait la mise en place d'une zone aérienne d'identification au-dessus des îles contestées avec le Japon. En mai 2014, des émeutes anti-chinoises soutenaient le Vietnam suite à l'installation par la Chine d'une imposante plateforme de forage pétrolier au large de l'archipel des Paracels, territoire revendiqué notamment par le Vietnam. Depuis, les tensions ont continué à se développer. Si l'on considère la montée en puissance des arsenaux navals et le renforcement des capacités militaires partout dans la région, il devient urgent de travailler à trouver des solutions pour résorber ces crises. Comme nous l'avions affirmé en 2012, seules les parties concernées sont en capacité de les déterminer. Il n'est pas dans nos intentions de distribuer les bons et les mauvais points et de prendre parti. Néanmoins, il est de la responsabilité du reste du monde, de la France et de l'Europe,
pour ce qui nous concerne, de contribuer, d'une part, à ce que le règlement de ces conflits s'effectue dans le cadre du droit international, en respect des conventions établies, et d'autre part, de multiplier les coopérations dans d'autres domaines que le sécuritaire et le militaire pour désamorcer les tensions. Nos travaux pourront nous dire ce que peut aujourd'hui le droit international, alors que des pays riverains souhaitent que la Cour permanente se saisisse de ces dossiers sur la base de la Convention internationale existante. Comme dans bien d'autres affaires, les oppositions en mer de Chine nous montrent les limites de ces outils et la nécessité certainement de les faire évoluer. L'objectif de cette journée est également de montrer cette nouvelle multipolarité du monde où les équilibres anciens laissent place à de nouveaux enjeux d'influence complexes et souvent contradictoires. La Chine, devenue première puissance, redistribue la donne mondiale. Les États-Unis l'ont bien compris en opérant un rééquilibrage de leurs priorités stratégiques vers l'Asie. Les pays asiatiques, loin de se laisser dicter une conduite par les plus puissants, affirment leur souveraineté, développent leurs intérêts au prix de ce qui se traduit malheureusement. L'émergence économique et politique de l'Asie devrait au contraire susciter des coopérations tous azimuts, interrégionales comme avec le reste du monde. Quel rôle veulent jouer dans ce monde en recomposition l'Union européenne, qui n'a montré jusqu'à présent qu'un intérêt limité pour la région, et parmi ses États membres, la France, alors que le président de la République prévoit de se rendre au Vietnam cette année? C'est pour partie à ces interrogations que cette journée permettra d'apporter des éléments de réponse. Je vous remercie de votre attention.